Comment? Vous me permettez? Hulot. La célébrité de Monsieur Hulot a éclipsé la personnalité de son créateur. Hulot. On connaît mieux Pas de Hulot tabac. que Tati. Longtemps avant de penser au cinéma, Jacques Tati exerçait les dons qui allaient lui permettre de créer son personnage. De face, en classe, on voit un professeur très correct, cravate bien faite. Et quand on n'est pas très bon élève, ce qui était mon cas, alors on se retrouve au coin. Et dans le coin, on voit le professeur, on voit, si vous voulez, le profil du professeur. Et ce qu'un bon élève ne voit pas de face, un mauvais élève dans le coin voit que le professeur se gratte facilement les genoux, a des petits bonbons de réserve, et c'est là où je crois que j'ai commencé à observer en n'étant pas très bon élève. En 1916, à Mers-les-Bains, Tati voit son père arriver sur la plage, debout sur le sable, en tenue d'officier bleu horizon. Il a l'impression que c'est un garde champêtre venu le tenir à l'œil. Ça fait un peu ridicule de dire enfant, je faisais rire mes camarades, enfin je veux dire, parce que c'est un peu faux. Mais si vous voulez, malgré tout, déjà au régiment, j'avais été rendu compte qu'il y avait des situations qui étaient, étant très sérieuses, qui étaient assez comiques. Jacques Tati-Chef fait son service au 16e Dragon dans la cavalerie à Saint-Germain-en-Laye. Quelles sont vos origines? C'est-à-dire que mon grand-père qui était hollandais, enfin le grand-père maternel, l'autre était russe. Enfin, c'est pour vous dire que je suis pas 100% français. Mais mon grand-père qui était hollandais était encadreur et j'ai travaillé dans son magasin. C'est pour ça que j'ai été élevé avec les peintres, les impressionnistes, les dessinateurs. Donc j'ai toujours été un petit peu dans un certain milieu qui permettait... parce qu'on observe en regardant une toile. Tati, je l'ai connu parce qu'il était deuxième ligne dans mon équipe. J'ai vu arriver ce jeune, il était timide, il était... Et est-ce que je pourrais jouer une place de rugby? Alors on l'a embarqué, il a joué, et puis le soir, comme on allait toujours festoyer, plus ou moins richement, parce qu'on était quelquefois dans des situations financières difficiles, on a vu tout d'un coup, il y avait une cabine téléphonique qui s'éclairait de l'intérieur, qui était en verre dépoli. Et alors on a vu ce jeune garçon qui était très mince à l'époque, qui était dans cette cabine téléphonique et puis qui s'est mis à faire des ombres chinoises. Et c'était désopilant. C'est comme ça qu'il a fait l'entrée dans mon équipe. C'était désopilant et tous les gens se sont arrêtés du restaurant, les garçons, les dîneurs, etc., pour voir ces ombres chinoises de Tati qui étaient inénarrables. Après un match, il y a toujours un dîner. Alors dans ce dîner en France, il y en a toujours 2 ou 3 qui chantent une chanson. Et moi, comme je chante très mal, j'ai commencé à faire la parodie du match d'une part. Je mimais l'arbitre, enfin quelques spectateurs et les petits inconvénients. Et puis de ça, c'est parti sur d'autres sports, sur le football, le tennis. Et en fin de compte, j'ai eu ce qu'on appelle un numéro de pantomime sur le sport. Lors de son passage à l'ABC, une grande femme de lettres déclarait « Désormais, je crois que nulle fête, nul spectacle d'art et d'acrobatie ne pourront se passer de cet étonnant artiste qui a inventé quelque chose. Quelque chose qui participe de la danse, du sport, de la satire et du tableau vivant. Il a inventé d'être ensemble le joueur, la balle et la raquette, le ballon et le gardien de but, le boxeur et son adversaire. Les mains vides, il crée l'accessoire et le partenaire. En Jacques Tati, cheval et cavalier, tout Paris verra vivante la créature fabuleuse, le centaure. » Alors après, j'ai trouvé mon père en disant voilà, je voudrais faire ce métier-là. Il n'était pas très content. Et il croyait que je garderais le magasin de cadre. Et je préférerais faire de la peinture parce que je veux l'encadrer. Je suis resté une dizaine d'années. En musical, j'ai fait à peu près le tour du monde. Berlin, Londres, New York, enfin j'étais un peu partout au numéro. Qui était, enfin, qui à l'époque, enfin,
Ça n'a pas d'importance, mais enfin, c'était nouveau. Puis un beau jour, je me suis dit, bon, bah, je sens quand même que je vais vieillir et je vais me retrouver. Alors, j'ai eu très peur en voyant des artistes de music hall qui commençaient à se teindre et puis qui commençaient à se maquiller, en se mettant du rose pour avoir l'air d'avoir bonne mine. Et en fin de compte, de vouloir absolument rester jeune. Et je trouvais qu'il y avait une certaine tristesse. Je veux dire, en allant vers le cinéma, j'aurais au moins la possibilité d'avoir, d'une part, énormément de matériel autour de moi, parce qu'au cinéma, ce qu'on peut obtenir dans un film, on ne peut pas l'obtenir sur une scène. Et puis d'autre part, de pouvoir faire un métier que j'aime et que j'ai envie de faire. J'ai pas inventé le cinéma comique, il existe depuis le premier film que Little Teach a fait quand on a filmé son numéro de musical, ça a été le premier film comique. Et puis depuis, tout ça a évolué. Et chacun, c'est un grand jardin où chacun apporte son petit caillou. Alors il y en a qui apportent des pierres plus importantes, d'autres des petits cailloux. Et moi, j'ai essayé justement d'apporter autre chose. Ce n'est pas de ce qui avait été fait, en basant davantage les effets comiques sur la vérité, la réalité, en fait. Le premier qui sort d'ici, Oh, mais c'est pas ça, Pipiche. Plus fort ton je le crève. Il faut que ça sorte de là, tu comprends? De là. Je vous en prie, mon cher ami. C'est bizarre. le premier qui crève ici, le premier qui sort d'ici, je le crève. C'est là? Oui. Voilà. Eh ben, t'es mort. Laisse-toi aller. Mais meurs donc, voyons. Mais alors, le premier court-métrage que j'ai fait, je l'ai fait pendant que je faisais mon numéro de musical. C'est-à-dire que entre les matinées et les soirées, j'allais tourner quelques plans. Et alors là, j'avoue que le premier était très très mauvais. Tu es fixé maintenant sur tes possibilités dramatiques, avec tes idées de grandeur. Ah là là, je n'aurais jamais dû te laisser quitter ta clarinette. Eh bien, et la louche? Penser ma vie avec un individu pareil. Ah là là, ma pauvre mère me l'avait bien dit. Sans moi, je ne sais pas trop ce que tu deviens. Attends, mange. Et laisse-moi lire mon journal tranquille. Qu'est-ce que tu fais là tout de bout? Idiot. Alors c'est justement parce que j'ai fait un premier mauvais film que j'ai essayé de me corriger. Et j'essaie tout le temps, en fin de compte,
corriger mes devoirs. J'ai une idée. Nous allons à la campagne. T'as de l'argent, toi? Laisse-moi faire. Nous allons à la campagne et nous aurons de l'argent. Tant pis. Écoutez, les gars. 200, ça ira. Les gars, pour vous faire plaisir, allez. Au revoir, les gars. Au revoir. Approchez, mesdames et messieurs, profitez du beau temps. Profitez du beau temps. 35 francs seulement. Promenade en autocar. 35 francs seulement. La visite du château. La promenade en autocar. Le déjeuner sur l'herbe. Les attractions au petit de 35 francs. Approchez, mesdames et messieurs. Profitez, il y a encore quelques petites places. Approchez, mesdames et messieurs. 35 francs seulement. La visite des châteaux. La visite des châteaux. 35 francs seulement. 35 francs. J'étais le premier producteur de René Clément, puisqu'il était opérateur, et c'est lui qui a fait la mise en scène d'un court-métrage qui s'appelait Soigne ton gauche. Mes chers élèves, voici Dédé, notre grand Dédé, qui après une magnifique échappée vient de parcourir les 50 derniers kilomètres en 1h24 minutes. Et ben voilà, ça n'a pas été trop dur. Je vais t'entraîner tout spécialement. Ils vont être bien contents dans mon quartier. Rangez! L'entraînement continue. Et au suivant. Moi, je suis venu au cinéma pour le comique, enfin le comique visuel, par la seule école qui existe et qui n'est que l'école du music-hall, vous comprenez, parce que au music-hall, vous avez remarqué, enfin toute la grande période du cinéma comique américain, tous venaient du music-hall, enfin que ce soit Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, tout le monde, ils ont tous appris, on apprend quand même, on apprend comme une danseuse apprend à danser, un comique visuel apprend à se servir de ses jambes. L'école des facteurs a été en somme un peu le brouillon, si vous voulez, de Jour de fête.
Et puis alors, nous nous sommes lancés dans cette aventure insensée. Dans le fond, si vous voulez, c'est exactement comme si vous décidiez demain matin de dire je vais faire un film. Enfin, je veux dire, les gens nous regardaient un peu en disant mais ils sont complètement fous. Enfin, de faire un court-métrage. Non, non, pas du tout, un long-métrage. Alors, ça a été très dur, évidemment, mais j'avoue que nous avons été très récompensés. Cette histoire, je l'avais écrite étant là pendant la guerre, et j'avais promis aux habitants de venir faire le film chez eux. Ce que j'ai fait d'ailleurs, ce que nous avons fait, puisque un film ne se fait pas seul. Et là, je suis revenu et j'ai trouvé des gens qui étaient tout à fait sidérés de faire du cinéma, qui étaient dans l'obligation, même en semaine, de s'habiller en dimanche, parce que comme la fête se passait un dimanche, alors on les voyait qui, entre les prises de vue, allaient bêcher ou labourer avec des cols cassés ou on branlait. Ça a été assez pittoresque, faut le reconnaître. T'as vu cette régularité? Alors, cette rapidité, moi, américain, quand même. Là, je te vois pas en Américain avec ton hélicoptère. eh ben, toi, à New York, avec ton motobicycle, moi... Oh, bah, ouais, alors, oui. New York. Oh. Ah ben, dis donc, on a eu un film sur la poste en Amérique, hein, et fille, et ça barde et ça galope, on n'a pas le temps de jouer. Eh ben, c'est notre facteur qui va faire vilain. Enfin, mon vieux, ça le calmera peut-être un peu. Quand on a vu le début des opérations, vous comprenez? On a vu le début, bon ben, on a cru que c'était quelque chose quand même qui était valable, voyez-vous. Parce que c'était des gens, tout le groupe s'intéressait au pays, s'intéressait au travail du pays, voyez-vous. C'était pas des gens qui restaient à part. Alors c'est pourquoi ils sont vite adaptés. Quand je me trouvais à passer, bon ben je les regardais. C'était quand même curieux. On se demandait ce qui allait en sortir exactement de tout ça. Nous avions monté une petite équipe de techniciens avec des salaires bien réduits et tout le monde était intéressé sur le résultat et les bénéfices, si vous voulez, du film. Et je dois dire, alors que nous avons eu d'énormes difficultés, mais c'était tellement... surpassé par toute cette équipe qui avait vraiment envie de raconter autre chose et de faire ce film, que j'ai été un peu, si vous voulez, porté par une équipe. Alors, épicé? Non, et puis ça cessera jamais. Ah, bravo, bravo, messieurs, c'est du beau travail. Joli résultat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marcel? Ben, puisque tu me demandes mon avis, je crois que ces messieurs n'ont pas dû siffler en mesure. Oh, baron, avec celui-là, bien sûr. Oui, mais par contre, le monsieur du PTT a fait preuve d'initiative personnelle, lui. Oh, vous savez... Allez, avouez-le, vous avez voyagé. Ah, je connais la Légion, quoi. Dis donc, Roger, de l'instinct, de l'intelligence, on peut dire qu'il a été gratté. Oh, mais il n'y a qu'à le regarder. Enfin, s'il avait été là au début de la manœuvre, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Ouais, évidemment. Pour obtenir un résultat efficace dans cette délicate manœuvre, il faut avoir un homme qui a le sens de la responsabilité. Bah, un homme qui a du sang-froid, quoi, de la décision, une tête. En un mot, un chef. Voilà, un homme qui commande. Il n'est jamais pris au sérieux dans le film, puisque une partie que j'aime bien, quand les forains, justement, lui font faire un numéro supplémentaire en justement se servant de sa naïveté. Et voilà. Non, vous ne dérangez pas. Alors, voici les gars. Je vous en prie. Et hop. En passant, il laissait autour de lui beaucoup de choses. Ça, il en laissait pour certains et pas du tout pour d'autres. Pour moi, ce jour de fête est un véritable événement. Tati acteur est au moins pour 80% dans la réussite de Tati inventeur. Allons, Paris. New York. Allons, New York. Le film porte infailliblement sur un public qui s'y divertit sans le cacher. On a retrouvé un langage comique universel. Bon, janvier. Qu'il n'y ait pas toujours le rythme voulu, cela est certain, mais un moteur neuf peut se permettre quelques ratés au départ. L'essentiel est qu'il tourne. Attendez.
Ah, vous faut toujours pas mal au pied, celle-là, hein? Jour de fête mérite qu'on pavoise. François! Ah bah alors. Fidèle à la promesse qu'il avait faite 2 ans auparavant aux habitants de Sainte-Sévère, le 2 juillet 1949, Tati, en compagnie de ses techniciens et de ses comédiens, revient pour présenter son film sur la place du village. On lui remet les clés de la ville. On dévoile une statue de plâtre représentant le facteur. Le maire peut entamer son discours. Je viens ici saluer celui qui, un jour de fête, a plongé sans regarder en arrière dans la rivière et dans la gloire. François, notre François, facteur honoraire 13e du nom de notre commune, a su en 90 minutes conquérir le cœur de ses concitoyens. Je ne vous avais pas à raconter que le facteur venait à Paris, le facteur rentrait au ministère des PTT, le facteur se mariait, enfin je ne vois pas. Moi, mon histoire, j'avais raconté mon histoire de jour de fête et du facteur et elle était terminée. Hulot, c'est différent, c'est déjà un autre personnage. Il peut déjà être pris dans des affaires ou rentrer dans des administrations, être bien vu ou mal vu. Je veux dire, on peut le rencontrer. On peut difficilement continuer avec le facteur. Comment est né le personnage de Monsieur Hulot? Vous savez, c'est très difficile, dans le fond, de dire comment naît un personnage comique. Hulot, lui, moi, c'est un personnage que j'ai connu. Je l'ai connu au 16e Dragon. Au 16e Dragon? Oui, au 16e. À Saint-Germain-en-Laye. Il y avait au 16e Dragon un garçon coiffeur qui, lui, ne connaissait absolument rien aux chevaux. Et il avait son petit calot très, très pointu. Il était très aimable avec tout le monde. Il avait peur des chevaux. Et dans le fond, il soignait un peu les chevaux en faisant une légère coupe de cheveux. Et ce personnage, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Hulot, je dois dire, avait un petit peu, si l'on veut, nivelé les galons. C'est ça. C'est pas tellement Monsieur Hulot, c'est le personnage, dans le fond, que j'ai voulu, que j'ai essayé, dans le fond, si vous voulez, d'imaginer. C'est-à-dire que c'est un personnage humain, simple, timide, et dans le fond, ce personnage que vous pourriez, vous, également rencontrer dans la rue ce soir en sortant, sans que, pour cela, vous vous disiez, tiens, voilà un personnage ou un comique de cinéma. Oh, je suis content d'être arrivé, tu sais. Merci, merci. Hulot. Tu connais ce monsieur? Très gentleman. Oh, quel voyage! Une demi-heure d'attente à la balle, pas de wagon-restaurant, des gens qui vous marchent sur les pieds et une chaleur épouvantable. Je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Il a fallu que je cours après les bagages pendant 1 heure, avec tout ce monde dans les gares, mais j'ai cru mourir de soif. Et bien entendu, pas une goutte d'eau minérale. Non, une bousculade pour les correspondances, 10 minutes d'arrêt à l'emballe, une chaleur. Tu ne peux pas savoir. Change a little bit, but you see, like always happen, a few plastic table in the restaurant now. Monsieur? I went through a lot of places, and every time it was something different. I say, no,
where we put the camera, what we're going to have. But when we arrive here with the car, you can see from the shape of that is a real studio. Here, I stay by myself 4 days, alone, watching all the possibility of the shooting. And the moment we start shooting, I knew exactly where to put the camera. Quite a lot of English came here, English people, and they have seen the picture. And they really asked to sleep on Mr. Hero's bedroom. Yeah. And this room was reserved for many weeks because everybody wants to go there to see what he was looking for, what was his view. À toi, Jean. Ben, Jean. 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 J'ai stylisé le dialogue. Je suis parti un peu dans des impressions. Ce n'est pas une construction dramatique. C'est juste une réalité dans l'emploi du dialogue. Comme le général, mon bon ami à moi. Je prends la tête pour accomplir une mission délicate. I don't know si vous vous rappelez des Ardennes en temps de guerre, but croyez-moi, my dear friend, on ne s'y promène pas aussi facilement que sur les Champs-Élysées. C'est un canevas, un film comique. Il y a un départ, et puis au milieu même du sujet, il y a son évolution, et puis il y a quand même une petite conclusion. Ce que vous appelez intrigue dans un film, c'est le grand directeur qui a un fils, et en même temps une secrétaire, et il refuse à son fils de se marier avec sa secrétaire parce que la secrétaire n'a pas la fortune du directeur que le fils aura après quand il sera mort. Enfin, je veux dire, ça, c'est une construction. Bon. Alors, pendant 2 heures, on vous explique qu'il n'y a pas moyen que ça s'arrange parce qu'elle n'a pas financièrement les possibilités de se marier avec le fils de ce monsieur très important. Bien. Si, au milieu du film, on s'aperçoit que le père de la jeune fille a sauvé le grand directeur pendant la guerre de 39 ou de 40, et que grâce à parce qu'il a sauvé le père de la jeune fille, qu'ils vont pouvoir se marier tous les deux à la fin, alors là, il y a évidemment une construction dramatique, surtout si un chien vient lécher les mains des deux fiancés à la fin. Bon. Alors, dans un film comique, je crois que tous les films comiques, si je vous demandais de m'écrire sur 10 pages le scénario de La Ruée vers l'or, en fait sujet, vous ne pourriez qu'écrire un monsieur part avec un melon et des godillots dans la neige pour chercher de l'or, point. Et ça s'arrêterait là. Ce que Chaplin en a fait, c'est autre chose. Bon, si je prends le sujet des vacances, c'est quoi? C'est un personnage qui part en vacances et qui s'imagine qu'il va passer et qu'il va avoir avec lui beaucoup de gens qui ont envie de passer des vacances. Et on s'aperçoit que dans le fond, l'industriel continue à donner ses coups de téléphone pour savoir la marche de ses actions. L'ancien commandant raconte ses faits de guerre. Le jeune intellectuel veut réorganiser l'Europe. Et qu'en fin de compte, tous ces gens-là ne prennent pas de vacances et continuent à faire le même métier en vacances qu'ils font chez eux à Paris. Bon, seul, M. Hulot, plus une anglaise, il y a tout de même dans tout ça une construction, il y a tout de même la défense des gens, des différents caractères et des personnalités. Nein. C'est ça tout? Alors jouez.
Voyez-vous, il faut choisir où on est un auteur comique avec un dialogue d'une très bonne qualité, alors vous avez intérêt à entendre le dialogue. Si vous faites au contraire, dans ces films à prétention amusante, des effets qui sont visuels, à ce moment-là, le dialogue vient gêner l'action. Et alors, on m'a reproché aussi que le dialogue n'était pas de qualité dans les vacances de M. Hulot, mais à vrai dire, je pouvais répondre que cette année-là, M. Janson n'était justement pas en vacances avec nous sur la plage. Alors, j'ai eu le dialogue des estivants. Est-ce qu'il est plus drôle que ça? Je ne le sais pas. Oh, un coquillage! Oh, encore un! Il est joli! Tiens, celui-là, prends-le, il est splendide. Et le baignoire, t'as pas oublié de l'emporter? Eh bien, bon. Tiens-moi ça, une minute. Oh, écoute, viens. Wonderful! Bonjour, Marie-France. Oh, splendid! 30! Je prends le cas de la séquence du cimetière dans les vacances de M. Hulot. Eh bien, le personnage d'Hulot se trouve en difficulté, sa voiture, sa capote tombe sur lui, il ne voit pas la porte du cimetière. Hulot subit. Il subit, le gag se fait, mais non pas, il ne l'a pas construit. Lorsque, si, par exemple, Chaplin avait trouvé ce gag suffisamment bon pour le mettre dans un de ses films, il soit trouvé dans la même situation, eh bien, il aurait lui-même sorti cette chambre à air. Il aurait lui-même collé les feuilles dessus, il l'aurait lui-même transformé en couronne, et devant les spectateurs, il aurait inventé un gag. Ce gag, on l'aurait trouvé bon ou mauvais, je crois qu'il était assez bon, mais il aurait prouvé directement qu'il avait pensé et qu'il avait eu l'idée de cette construction de gag, et que dans le fond, il avait énormément d'esprit pour avoir trouvé le gag. Je ne laisse jamais cette possibilité à Hulot. En mars 1953, les vacances de M. Hulot sortent dans 3 salles parisiennes. Maintenant, le dîner s'achève, le dîner du prix Louis Deluc, et je demande à Georges Sadoul son avis sur le vote et sur le prix. Je suis pour ma part extrêmement heureux que Jacques Tati ait eu un prix avec les vacances de M. Hulot, car Jacques Tati est, à mon avis, le plus grand comique français qui se soit révélé depuis la mort de Max Linder, c'est-à-dire depuis 40 ans. C'est un prix sérieux et qui me touche d'ailleurs particulièrement parce que j'ai choisi un métier qui est souvent pris pour un métier de gugus, et que le fait de recevoir, je veux dire, des honneurs, pour moi, sont très importants. Lorsque Hulot n'est pas en vacances, que fait-il?
je vais maintenant, si vous voulez, expliquer davantage aux spectateurs ce qu'est Hulot, où il habite. Je vais leur faire voir où il travaille et les contacts qu'il aura avec la famille, enfin, ce qui nous entoure. Oh, non, non, non et non. Ça ne peut plus durer. Ça devient ridicule. C'est un mauvais exemple pour Gérard. Oh, écoute. Enfin, écoute quoi? Enfin, son oncle ici, son oncle là. Enfin, quoi? Oui, en somme, tu es jaloux. Quoi? Oui, tu es jaloux de lui. Jaloux, moi? Oui. Ah, non. Dis, regarde-le. Oh, tout de même, faut être juste. Il faut qu'il parte. Jacques Tati, vous avez dit que vous tourniez par cœur. Est-ce à dire que vous n'avez pas de scénario? Quand je dis je tourne par cœur, c'est-à-dire que je connais mon scénario par cœur. Au contraire, si vous voulez, quand je décide, par exemple, ce qui arrive, par exemple, pour mon oncle, voyant les gens de plus en plus sur les routes, suivant des traits, des lignes blanches, et s'amusant de moins en moins, je me dis tout de même, je crois qu'on peut leur attirer l'attention en disant: attention, tout ça a l'air d'être très bien construit, c'est très propre, c'est très net, c'est magnifique, mais je n'ai pas l'impression que il y a énormément de gaieté dans tout ce que vous faites. Alors, je me dis, bon, j'ai le droit tout de même de dire, il y a autre chose, il faut tout de même que les enfants puissent aller s'amuser dans des terrains vagues. Enfin, moi, j'ai des souvenirs merveilleux de terrains vagues. Bernard, l'aiguillage. À toi, Gérard. Oh, c'est malin. Ah oui, franchement, non, écoutez, je vous jure. Oh là là, oh, c'est triste de voir ça, non? Oh! Oh là 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 là. Je me promène et j'observe dans la rue, puis je vois si mon sujet tient, si vraiment Monsieur Harpel existe. Puis petit à petit, tout en observant, je construis et je raconte mon histoire. Tiens, ça, regarde. C'est bien ça. Sa maison est mieux que la nôtre. Oh! Si, je le reconnais. Alors, 2, 4... Quand on prend la villa de Monsieur Harpel, alors on dit je suis contre l'architecture moderne. Je crois que c'est faux, parce que cette villa, c'est le comportement de Monsieur Harpel dans cette villa. Cette villa serait habitée par un jeune couple dont le mari serait peintre et sa femme également professeur de piano. Je ne pense pas qu'ils aient eu la bonne idée de faire une allée en S et d'installer un jet d'eau qu'ils doivent ouvrir quand les invités arrivent. Je crois qu'ils auraient fait un simple gazon qui serait très bien adapté à cette villa. Ça n'a absolument rien à voir entre, si vous voulez, l'architecture et les personnages. Moi, je joue sur les gens, je joue pas du tout la façade.
repasse dans le rayon. Daki, veux-tu venir ici? Daki! Ah, il passe. Allons, Daki, viens. Daki! Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, écoute. Daki! Viens ici! Je suis sûre que c'est lui. Daki! Tu comprends, il faut qu'il repasse dans le rayon. Daki, veux-tu venir ici? Daki! Ah, il passe. Allons, Daki, viens. Daki! Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, Georgette, écoutez-moi. Vous voyez les deux lumières, là? Les lumières? Oui, madame. Eh bien, pour ouvrir la porte, il suffit de passer dans le rayon lumineux. Hein? Oh non! Vous ne me demandez pas ça, madame. Je viens de faire de l'électricité. Georgette, écoutez-moi. Vous ne Monsieur? risquez absolument rien. Alors avancez. Avancez et coupez l'œil magnétique. L'œil quoi? Oh non, monsieur. C'est pas possible. Je vais faire électrocuter. Enfin, Georgette, fermez les yeux. Un peu de courage, quoi. Oh non. Allez, avancez. Allez. Voilà. Georgette. Le gag, si vous voulez, il est fait en zigzag et il augmente à chaque fois par le nombre de personnages. Je crois que c'est une évolution, peut-être qui peut choquer au début parce qu'on dit c'est dommage, on voit toujours un personnage comique en disant bon c'est lui qui va nous faire rire, mais je crois que la grande évolution c'est justement de permettre d'ouvrir une porte et de dire bon eh bien il vous est possible à vous tous de réaliser, d'avoir des difficultés avec une voiture, donc de réaliser un gag. Hé, à toi. Ah bah ça alors, sans blague, tu peux pas faire attention? Tu vois pas qu'il y a le feu rouge? Il y a 25 ans que je fais le taxi, c'est quand même malheureux. Voilà. Alors j'ai jamais vu Et ça. alors Oh, je sais alors pas, rien, une votre voiture. Ouais, moi, Sans blague. Ah, bah celle-là, elle est bonne. Non, mais alors, ça va pas? Oh, les mômes, les mômes. Oui. J'ai eu un camionneur un jour qui conduisait son petit camion, évidemment. Alors, il parlait à ses amis, enfin, il avait un copain à côté de lui, et puis il n'avait pas vu que ça passait au rouge. Alors, il a donné un coup de frein brutal, et on a entendu un BAOUM descendre de sa camionnette, et là, il y avait une dame avec un petit chapeau qui allait faire ses courses, et qui avait déjà son chapeau un peu sur le pare-brise. Elle s'est approchée, lui a dit je vous demande pardon, madame, comme je ne suis pas là, comment faites-vous pour vous arrêter? Non, j'aime bien, moi, que le spectateur, je lui donne une image, vous voyez. Je ne lui mets pas les points sur les i, et j'aime bien qu'il cherche lui-même, enfin, je le fais participer. C'est un clin d'œil pour dire, venez avec moi derrière la caméra, et vous allez voir, vous allez observer. Il n'y a pas de... Stop. Vous avez dans le cinéma, c'est devenu une industrie, parce que c'est une industrie assez chère. Alors, on se dit, bon, il va falloir toucher tous les publics. Il faut que le film plaise à tout le monde. Pour plaire à tout le monde, il faut trouver une très bonne histoire, solide, et qui a été en plus, si c'est possible, un très bon succès en librairie. Là, on est sûr que les spectateurs aiment déjà le sujet puisqu'ils l'ont déjà lu. Alors, on va donner ce film à faire à un metteur en scène connu qui va donner beaucoup de rythme à l'histoire. Et on va commencer par choisir les acteurs pour justement que son film devienne très commercial. Alors, je crois que, évidemment, pour la nouvelle génération, pour ce que les cinéastes ont à raconter, ça doit être un récit d'un homme qui le fait seul, avec ses défauts, ses qualités, et même s'il y a des fautes d'orthographe, il y en a dans les films que je fais, j'en suis sûr, et bien, je crois que ces fautes sont indispensables, mais représentent au moins une liberté artistique complète, d'une part, et en plus, alors,
je crois, une indépendance et qui permettra, je crois, aux cinéastes de raconter, et nous sommes peu nombreux aujourd'hui à avoir le droit de raconter ce que nous avons envie de raconter. C'est une maîtresse de maison étonnante, des qualités exceptionnelles, elle est extraordinaire. Vous comprenez, Pichard, c'est un don. Il ne faut pas oublier que M. Harpel est un homme remarquable en tout point. De l'autorité, de l'aisance. Oh, ils se sont arrangés un bungalow directoire tout à fait adorable. Vraiment, c'est très, très charmant. Juste à côté d'un country club. Nous, ça ira très Nous allons certainement trouver un coin tranquille. Suivez-moi. Non, je suis absolument d'accord. À l'issue de près de 2 années de travail acharné, le montage du film Mon oncle est terminé. À 50 ans, Jacques Tati va sortir son 3e long métrage. Le premier pays à l'accueillir sera la Hollande. Ah, c'est vous. C'est vous de nouveau. You want to see the piece palette and get all the Yes, thing here? I want to see it, but not right now, for I want to talk with you. It's a microphone. Mais je vais parler français parce que vous êtes français, n'est-ce pas? Je suis Oui. français. Vous savez, en France, on est très français. Oui, très, très français. J'ai dit que je suis ravie de votre dernier film, Mon oncle. Ça me fait Il très est bien. plaisir. Il est bien. Il est hein? bien. Oui. Il est Vous le bien. trouvez aussi? Moi, j'aime. On aime toujours le dernier, vous savez. Oui, C'est comme les enfants. Oui. Mais j'ai remarqué quelque chose, Monsieur Tati. Dans Mon oncle, tout le monde parle en même temps, comme en Monsieur Hulot en vacances. Pourquoi? Parce que je crois que dans la vie, tout le monde parle un petit peu en même temps. Oui, oui, ça c'est vrai. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes au cinéma ou à la télévision, le metteur en scène donne des instructions en disant c'est à vous de parler. On vous fait l'interview. Alors on dit vous êtes venu voir le palais de la paix. Vous comptez 1, 2, 3. À vous de parler. Alors vous répondez oui, je suis venu voir le palais de la paix. Oui. Bon. Et vous êtes très content de voir le palais de la paix? De nouveau, le metteur en scène arrête et dit à vous. Oui, 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 je suis forcément très content de voir le palais de la paix. Et la conversation est fausse parce que dans la vie, surtout en France, on parle aussi un peu avec les mains, vous avez rendu compte, et les gens n'arrêtent pas à dire alors, vous avez vu le palais de la paix? Oui, mais c'est merveilleux parce que le palais de la paix... Je vais vous montrer maintenant le palais de la paix. Bien? Oui, je suis très content. Allez-y. Né, pas sur le casson. Le gazon? Oui. Alors, c'est une solution, ça. Attends. Un moment. Au revoir et à bientôt. Mon oncle est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Tati est attendu aux États-Unis, où son film est nominé par l'Académie des Oscars.